observation, vous concluez à la nécessité d'un mode de vie que vous nommez cyberminimalisme, qui est le titre de votre livre. C'est, dites-vous, un style de vie qui cherche à minimiser la présence du numérique dans nos vies pour nous faire gagner du temps, du bien-être et de la liberté. Il s'agit d'agrandir notre zone non numérique dès que cela est possible. Alors, expliquez-nous comment on fait. Peut-être déjà il faut revenir au mot cyberminimalisme lui-même qui renvoie à la notion de cybernétique. La cybernétique, c'est cette science de la direction, du pouvoir entre les humains et les machines. Ça vient du grec kubernetike, pilotage. Il y a quelques exemples de cybernétique que chacun connaît bien maintenant, sans forcément se douter qu'il s'agit de cybernétique. Par exemple, le ciblage des votants sur les réseaux sociaux par les pro-Brexit et qui a permis la victoire du camp du Brexit. Donc là, on était dans ce type d'usage. Un autre exemple, c'est l'activité de la société Uber qui exploite une force de travail sans payer de charges sociales, simplement en maîtrisant la chaîne des données entre les conducteurs et les voyageurs. Donc là, c'est un exemple de pouvoir des données, de pouvoir de direction de la machine. Ou encore la mise en place de la note citoyenne en Chine, où ce sont des formules mathématiques qui disent qui a le droit à un crédit, à une assurance ou à telle ou telle école, à partir des traces numériques laissées par les gens. L'informaticienne Cathy O'Neill a parlé d'armes de destruction mathématique à propos de ces algorithmes. Et donc, c'est bien à eux que j'ai pensé en forgeant cette notion de cyberminimalisme. J'ai pas du tout voulu m'appesantir sur la notion de déconnexion, qui m'intéresse très peu, mais sur la notion de résistance à la société cybernétique, à cette société du pilotage par les données. Voilà, d'où le forgeage de ce mot. Mais je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à votre question de comment faire. J'en suis revenue à l'étymologie. Donc oui, je peux vous donner certaines pistes. Moi, j'avais trouvé un exemple assez intéressant dans votre livre, tout très simple, et puis que vous illustrez d'ailleurs avec un petit schéma. Dire voilà, on a tendance finalement, ce portable, c'est un peu comme un couteau suisse. On lui dédie toutes les tâches de notre vie, celle de nous réveiller, celle de noter tous nos rendez-vous. Et pour éviter d'y être amené sans cesse, il faut au contraire aller dans un mouvement inverse. C'est le limiter à certaines fonctions et dédier les autres tâches, justement, celle de nous réveiller à un réveil, celle de noter nos rendez-vous à un agenda, etc. Et ça m'a semblé tout à fait intéressant et pertinent. Même par exemple, vous savez, la plupart des smartphones ont intégré un compteur en fait qui évalue le temps qu'on passe connecté. Je pense que c'est pas, on ne doit pas dédier à ça parce que sinon on y est sans cesse ramené. Donc voilà, si vous pouvez expliquer ça. Oui, ça c'est ce que j'ai appelé la technique du smartphone allégé. Si on a un smartphone, bien sûr. Et ça consiste à retirer au fur et à mesure un plus grand nombre de fonctions de son smartphone pour essayer de le réduire à sa plus simple expression, qui sera pour certains la fonction téléphone, et pour d'autres, s'ils veulent Internet en mobilité, un peu d'accès à Internet. Mais on peut très bien lui retirer tout ce qui est minuteur quand on fait cuire son rôti, voilà, tout ce qui est réveil le matin. Ça évite déjà d'avoir le portable à côté de soi, ce qui pose des problèmes sanitaires. Et puis surtout, ça évite de tomber dans l'addiction parce qu'on va réduire au fur et à mesure son usage. Donc ça, c'est vrai que c'est une des pistes, c'est le smartphone allégé, mais en amont de ça, il y a l'idée aussi de réduire le nombre de machines parce que le numérique ne se réduit pas au smartphone, il est aujourd'hui partout. Donc la première étape, ça peut être de faire un inventaire de ces machines, essayer de voir ce qu'on a chez soi qui est électrique, numérique ou analogique, et puis se rendre compte déjà de notre dépendance totale à la machine et à la mécanique. Et à partir de cette prise de conscience, on va pouvoir travailler sur la réduction en remettant en circulation un certain nombre d'objets. Tous ceux que l'on n'utilise pas, tous ceux qui font double emploi. Et comme ça, progressivement, on va vers les objets connectés, on les identifie chez soi, et puis déjà on essaye de ne pas en racheter d'autres.
et on essaye d'en éliminer. Voilà. Et surtout, ce qu'on essaie de ne pas faire, c'est de donner son vieux smartphone à son enfant avant un âge avancé, parce qu'il n'en a probablement pas besoin. Vous proposez aussi de libérer nos appareils des géants du numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une autre étape. Libérer, ici, c'est au sens d'avoir recours à des logiciels libres. Bon, alors ça, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important et qui est plus méconnu ou pas forcément bien compris. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut intéresser aussi les lycéens, voilà, et dont ils ont souvent pas conscience. Donc, voilà. Tout à fait, c'est vrai. Alors, c'est vrai que je suis un peu partagée sur le livre parce que c'est quand même une autre démarche. Mais il faut quand même s'y intéresser. En gros, on peut utiliser un logiciel libre à 3 niveaux pour son système d'exploitation, c'est-à-dire par exemple utiliser Linux plutôt que Windows, pour son navigateur Internet. Donc là, ça va être prendre Firefox plutôt que Google Chrome, et pour son moteur de recherche. Le moteur de recherche le plus utilisé, c'est Google Search, c'est ce qu'on appelle Google, mais évidemment, il y en a plein d'autres, tout aussi efficaces, DuckDuckGo, Qwant, Framabi. Donc, on peut aller vers ces logiciels. Et il y a certains avantages, évidemment, à passer au libre. Déjà, on est beaucoup moins tracé au niveau des données, puisqu'il n'y a pas de détournement de données par Google en particulier, qui rapatrie toutes les informations vers l'algorithme. Et puis, surtout, ça rend son équipement plus rapide, parce qu'on est moins ralenti par toutes sortes de publicités qui ont tendance à se charger automatiquement sur les logiciels propriétaires. C'est la même chose sur un téléphone portable, sur un Android par exemple, qui est le système de Google. On a intérêt à désinstaller la plupart des logiciels qui sont préinstallés et à les remplacer par des logiciels libres. On va en trouver sur le site qui s'appelle F-Droid, et qui est une alternative à Google Play Store. Donc, il y a certains avantages à passer au libre, mais le risque, c'est finalement de passer autant de temps devant les écrans, voire plus de temps en se mettant à se passionner pour l'informatique. Donc, même si je trouve que la démarche est nécessaire pour faire tourner son équipement, il ne faudrait pas voir dans le libre une solution à l'emprise numérique. En fait, c'est une solution à l'emprise des multinationales, mais pas à l'injonction numérique. Donc pour résumer, plutôt que de chercher une appli libre pour par exemple avoir un plan de la ville et pour me diriger dans la ville, je préfère ne pas avoir besoin de mon téléphone pour m'orienter. Ça, c'est clair. Donc c'est ça. Avoir un plan classique. Avoir un plan en papier. Je pratique toujours le plan en papier. C'est beaucoup plus efficace. Ça manque jamais de batterie. C'est très pratique. Mais si malgré tout je dois consulter une carte avant de partir, par exemple, sur mon ordinateur. Mais qui sont de moins en moins disponibles, hein, ces cartes. C'est difficile d'en trouver. Absolument. C'est pour ça que parfois on a besoin de passer par Internet. Dans ce cas-là, je préfère ouvrir OpenStreetMap plutôt que Google Maps. Voilà. Donc d'abord cyberminimalisme et puis s'il le faut, eh bien un logiciel libre. Donc le deuxième principe que vous posez consiste à ne pas fournir de téléphone portable aux jeunes avant attention, 15 ans. Alors, c'est une prise de position qu'on pourrait qualifier d'extrême, enfin certains pourraient qualifier d'extrême. Et comment la justifiez-vous ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment qualifier d'extrême l'idée que l'enfance doit être protégée ? Je ne crois pas. L'idée, c'est simplement de soustraire les enfants au risque des écrans tant que les fondamentaux ne sont pas encore acquis. Et qu'est-ce que vous entendez par fondamentaux alors ? Les fondamentaux, c'est tous les savoirs qui sont enseignés jusqu'à la fin du collège. Lire, écrire, compter, se comporter en société. C'est vraiment la fonction de l'école dans la scolarité obligatoire, c'est de les transmettre. Et puis après commence le lycée, les spécialisations, une fois théoriquement que la lecture est fluide, que les mathématiques sont acquises, etc.
Donc l'idée, ce serait de protéger cette zone qui en fait correspond à l'enfance jusqu'à 16 ans pour soustraire les enfants aux impacts sanitaires et aux impacts sociétaux du numérique. C'est cette idée d'un âge à partir duquel le portable serait autorisé, je la trouve moi aussi intéressante parce qu'elle protège l'enfant et l'adolescent. Elle protège qui doit être protégé dans l'enfant. Alors bien entendu, le fait qu'il doit apprendre à lire et écrire, c'est-à-dire à être capable de recul par rapport aux informations, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle nous en psycho la maturation affective. Et moi ce que j'observe avec des enfants qui ont maintenant des portables dans les poches des 10 ans, c'est que à l'âge où commence un début de maturation hormonale, physique, c'est le début de la préadolescence, où ils ont besoin de ce temps aussi pour rêver la rencontre à l'autre, même si leur corps progressivement se prépare à cette rencontre, eh bien ils sont ce rêve est coupé par l'intrusion d'images porno qui arrivent comme ça subitement, parfois sans qu'il ait demandé, et qui vont créer un véritable sidération, et ce qu'on peut même appeler, ce que certains ont appelé un viol psychique, c'est-à-dire que leur esprit est si peu préparé qu'ils subissent ça de manière extrêmement violente, en ressentant un double mouvement qui est fait à la fois de dégoût, de répulsion, mais aussi d'une certaine excitation que peuvent provoquer ces images, et donc certains vont être tentés d'y revenir de façon inlassable, et c'est, en tout cas dans l'expérience que j'ai, c'est profondément destructeur, quoi. Alors voilà, ce serait intéressant d'avoir votre analyse là-dessus. Oui, mais je la partage tout à fait, et puis j'ajouterais aussi l'effet d'amplification des stéréotypes de genre qui sont véhiculés par le net et en particulier par les réseaux sociaux. Et c'est pour ça d'ailleurs, Sabine, qu'on a signé ensemble cette tribune sur Mediapart avec Noria Belgueri. Vous pouvez rappeler peut-être le titre. Le titre de la tribune, oui, numérique et culture du viol, régulons l'accès des jeunes aux objets connectés. Quand on a parlé de culture du viol, ça renvoyait bien à cette société qui met en doute la nécessité au fond du consentement féminin. Il ne s'agit pas toujours de renvoyer au viol en tant que crime tel que désigné par le code pénal, mais là on renvoie bien à ce que je viens de décrire. Et en cela, les réseaux sociaux ont tendance à amplifier des stéréotypes dans les relations garçon-fille qui sont très dommageables aux filles, qui sont particulièrement visées sur les réseaux et qui peuvent vivre des choses très difficiles à un âge où on n'a pas les épaules pour le vivre. Et d'ailleurs, on n'a jamais les épaules pour vivre des agressions. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a signé ensemble cette tribune, mais pour appeler à appliquer simplement la loi de protection de l'enfance qui dit que les mineurs n'ont pas à avoir accès à des images inappropriées, en particulier des images pornographiques. Et en France, cette loi n'est pas appliquée puisque il n'y a pas de blocage des sites porno qui, rappelons-le, sont des sites d'exploitation humaine qui mettent qui mettent en valeur finalement une exploitation de l'être humain, en particulier des femmes, mais pas seulement. Donc il n'y a pas de blocage des sites, et puis il n'y a pas de régulation par un âge légal de la vente de ces objets qui donnent accès à ces images. Alors, dans votre livre, les conseils que vous donnez, c'est-à-dire le téléphone fixe, impliquer les enfants dans les tâches ménagères, une étagère à livres pour chaque chambre, faire participer les enfants, enfin les inscrire dans une activité sportive, faire des balades en famille, avec un plan, manger en famille, sans les écrans. Est-ce que tous ces conseils que vous donnez pour réduire la place du numérique dans la vie de famille ne consistent pas au fond à dire faites avec votre enfant ou adolescent comme on faisait avant quand il n'y avait pas de téléphone portable?
Alors, d'une certaine manière, oui. Moi, j'assume ce côté vintage. Si ça signifie protéger les jeunes, ça me pose aucun problème. Voilà. Où est le problème à vouloir rendre aux enfants leur temps libre et leurs souvenirs ? Et leur enfance, surtout. Et leur enfance, exactement. C'est quand je dis leur temps libre et leurs souvenirs, c'est exactement ça à quoi je pense. C'est ce temps de jeu, ce temps qui permet de rêver. Les envoyer jouer dehors, aller sonner chez les copains, se faire inviter, c'est autant d'activités qui sont favorisées par l'absence d'écran. Et je parle là des écrans personnels. Bien entendu. Ça ne veut pas dire bannir la télévision de chez soi ou regarder des films en famille. Ça n'a rien à voir avec la connexion personnelle et la possession d'un objet personnel. Et puis bon, je crois que mes préconisations s'appuient sur l'expérience aussi, puisque chez moi, ils ont l'air assez heureux et détendus. Et puis bon, de temps en temps, ils ont accès à l'ordinateur, à la télévision, pour quelques petites recherches Internet. Mais l'idée est toujours de ne pas les équiper en objets connectés personnels. Dans le domaine de nos communications, vous décrivez un nouveau comportement, le phubbing. Alors expliquez-nous ce que c'est le phubbing. Oui, alors bon, c'est un anglicisme, pas très joli d'ailleurs, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la contraction de phone et de snubbing, ce qui veut dire snobber quelqu'un avec son téléphone. Et on connaît tous cette situation où un ami ou une amie avec qui nous discutons sort soudain son téléphone et vérifie ses messages, sans cesser pour autant apparemment de nous parler. Or, les études sur la capacité d'attention nous montrent que le multitâche n'est pas réellement possible et qu'en réalité, quand nous croyons faire deux choses à la fois, nous nous consacrons à une tâche, puis à une autre, parfois de manière assez rapide, en alternant entre les deux, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, ce qui est consacré au téléphone est bien retiré à la relation. Et en réalité, l'interlocuteur le ressent. Il le ressent systématiquement. Et sa réaction naturelle, assez souvent, c'est de sortir son téléphone à son tour pour se donner une contenance. Et résultat, on avait 2 personnes qui parlaient et on a 2 personnes qui sont en train de checker leurs messages. Et donc, la vie a été transférée sur écran et on a perdu le fil de la conversation. Donc, là, il y a des solutions très simples. Moi, je propose de toujours éteindre son téléphone quand on est avec quelqu'un, quand on discute ou quand on déjeune, et d'essayer de ne pas emporter son téléphone dans le maximum de situations. Ce qui implique certaines contraintes aujourd'hui, puisque les gens ont tendance, avant un rendez-vous, à envoyer des messages jusqu'au dernier moment. Donc il y a une sorte d'incertitude qui s'est installée. Donc moi, ma technique, que j'ai encore pratiquée hier soir, c'est un quart d'heure avant de partir, d'informer par texto en disant « je pars sans mon téléphone, à tout de suite ». On laisse le téléphone et on part à son rendez-vous et on évite le retard de l'autre. Bien sûr. C'est ce que vous décrivez là, c'est ce que je décris en parlant de la relation des petits-enfants et des bébés à leur maman en termes de coupure relationnelle, quoi. Chaque coupure relationnelle, elle va renforcer, voire créer un sentiment d'isolement. Et ensuite, ça va se traduire très concrètement, quand je parle de la clinique, quand j'ai un enfant en face de moi, par un enfant qui n'arrive pas à fixer mon regard. Un enfant, je dois toujours... Et combien de fois j'ai dû dire... en face d'un ado qui venait pas forcément pour des problèmes d'écran, enfin officiellement, mais regarde-moi, c'est à toi que je m'adresse, puisqu'il faut rechercher, aller repêcher la personne, voilà. Et puis ce qu'on pourrait aussi dire, mentionner, c'est qu'effectivement on apprend à lire les émotions dans le regard des autres, et quand toutes ces coupures de courant relationnel, elles nous font perdre les capacités à décoder le sens des émotions. Donc évidemment ces règles de civilité, elles devraient être rappelées ou mises en place. J'aime beaucoup votre expression coupure de courant relationnel, c'est tout à fait ça. On l'a remplacé par le courant électrique qui alimente les machines, effectivement. Et la relation à une personne n'est pas équivalente à une relation à un objet. On peut devenir addict de l'objet, mais justement l'écran, c'est ce qui va court-circuiter cette relation, donc créer l'addiction.